J'ai surpris mes parents parler de leur fête de Noël, familiale, et j'ai réalisé que je n'étais pas invité. Maman a dit que je serais, de toute façon trop occupé, alors j'ai arrêté de faire semblant que tout allait bien. Je les ai complètement coupés de ma vie, plus d'argent, plus d'appels, rien. Puis le paiement de la maison a échoué, mon père a paniqué, les frais de scolarité de ma sœur ont été gelés, et soudain mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. J'étais dans la cuisine de ma tante, équilibrant une assiette en carton pleine de purée de pommes de terre et de jambon, quand j'ai entendu ma cousine dire « Tes parents ont organisé une belle fête de Noël hier soir ». Les mots m'ont frappé plus fort que l'air froid de l'Oregon dehors. Je l'ai regardé en clignant des yeux, pensant avoir mal entendu. Mes parents? Une fête sans moi. Elle a ri, me montrant une photo sur son téléphone. Ma mère dans son pull rouge, souriante à côté de l'arbre que j'avais acheté l'année dernière. Ma poitrine s'est serrée. J'ai senti la fourchette glisser de ma main et tomber sur l'assiette. Pendant un instant, tout autour de moi les rires, le tintement des tasses, l'odeur de cannelle est devenue distant. J'avais conduit 6 heures depuis San Diego pour leur faire la surprise, pour découvrir que la surprise était pour moi. Ils avaient célébré sans moi, et ce que j'ai entendu cette nuit-là allait détruire toutes les illusions que j'avais encore sur l'amour familial et la loyauté. La pièce bourdonnait de bavardage et de l'écho lointain d'une playlist de Noël. La maison de ma tante sentait la noix de muscade et le pain, et je pouvais entendre les enfants se poursuivre dans le couloir, leur rire se répandant dans tous les coins. J'ai forcé un sourire et je me suis dirigé vers l'îlot de la cuisine, faisant semblant de préparer mon assiette. Ma cousine Émilie a de nouveau fait défiler son téléphone, inconsciente de la façon dont mon estomac s'était noué. C'était si agréable, a-t-elle poursuivi. Ta mère a dit que tu étais probablement trop occupé par le travail pour venir de San Diego. Oh, et ce rôti. Waouh, ton père avait l'air si fier. Ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. Trop occupé. C'était son excuse, celle qu'elle donnait à tout le monde pour ne pas avoir à admettre que je n'avais même pas été invité. J'ai senti ma poitrine se serrer en posant l'assiette sur le comptoir. Émilie m'a regardé, ses yeux brillants de joie festive, toujours inconsciente qu'elle venait de dire quelque chose qui m'avait brisé en deux. « Tu n'as pas vu la photo ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête, j'ai rapidement attrapé une serviette et j'ai marmonné quelque chose sur le fait que je devais trouver ma tante. Dans le couloir, le bruit s'est estompé. L'odeur de jambon rôti et de pain d'épices flottait encore dans l'air, mais tout semblait lointain, comme si je marchais dans la maison de quelqu'un d'autre. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone de mon sac. Pas d'appel manqué, pas de texto, rien qui ne laisse présager une fête de Noël. Mon reflet me fixait depuis l'écran noir, des yeux fatigués, un sourire forcé qui ne m'appartenait pas. J'ai chuchoté sous mon souffle, ils ont juste oublié, mais je savais qu'ils ne l'avaient pas fait. Ma mère n'oubliait pas les choses. Elle les planifiait, les peaufinait, les rendait parfaites. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Par la fenêtre de la salle à manger, j'ai pu voir la carte de Noël de mes parents épinglée sur le tableau de liège. J'ai reconnu la photo, une que j'avais prise pour eux en décembre dernier avant de partir pour un service de nuit. Ils souriaient devant le même arbre que j'avais payé, enveloppé dans les mêmes lumières que j'avais commandées. Un rire silencieux s'est échappé de ma gorge, fragile et petit. J'avais construit cette image et maintenant je n'en faisais même plus partie. Je suis sorti en faisant semblant de prendre un appel téléphonique. L'air m'a frappé comme une gifle. La cour brillait de lumière blanche et le Père Noël gonflable du voisin saluait de l'autre côté de la clôture. J'ai resserré mon manteau et j'ai essayé de respirer, mais l'air était trop vif. Ma voiture était garée au bout de la rue, déjà saupoudrée de givre. L'idée de monter, d'allumer le chauffage et de partir m'a tenté, mais mes jambes semblaient lourdes. Je me suis appuyé contre la balustrade et j'ai levé les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles étaient faibles, cachées derrière les nuages, mais je pouvais encore voir la lueur du centre-ville de Portland au loin. Trop occupé, ai chuchoté à nouveau, goûtant l'amertume des mots. J'ai pensé à l'année dernière, à la façon dont j'avais emballé tous les cadeaux moi-même, à la façon dont j'étais resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour aider maman à décorer parce qu'elle disait avoir mal au dos. Je me suis souvenu de me tenir dans ce même salon, tendant à Sophie son nouvel ordinateur portable, acheté avec ma prime de travail. « Tu es toujours si gentille avec nous, ma chérie », avait dit maman en me caressant les cheveux. « Tu fais paraître tout si facile. » À l'époque, je pensais qu'elle le pensait. Je suis retourné à l'intérieur assez longtemps pour prendre mon sac.
Émilie a crié quelque chose à propos de prendre une photo de famille, mais je l'ai repoussé d'un geste de la main, marmonnant que j'avais une longue route à faire tôt le matin. Ma tante a souri et m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, ignorant que mes entrailles semblaient se briser. « Fais attention sur la route, ma chérie », a-t-elle dit. Sa chaleur m'a piqué. J'ai hoché la tête et je suis retourné dans le froid. Dans la voiture, je suis resté assise un long moment avant de tourner la clé. Le volant était glacial sous mes doigts. La radio s'est allumée, « Have yourself a Merry Little Christmas ». Je l'ai éteinte instantanément. Ma gorge s'est serrée. Je pouvais encore entendre les mots d'Émilie tourner en boucle dans mon esprit, « Ta mère a dit que tu étais probablement trop occupé. » C'est ainsi qu'elle m'a effacé, doucement, poliment, avec un sourire. Le trajet jusqu'à mon Airbnb s'est fait en silence, à l'exception du ronronnement des pneus sur la chaussée mouillée. Chaque maison que je passais brillait de lumière colorée, et des silhouettes de familles réunies autour de table. Chacune ressemblait à un monde auquel je n'appartenais plus. Mes yeux se sont brouillés et, pendant un instant, je n'ai pas pu dire si c'était la neige ou les larmes. Je me suis garé dans l'allée, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise là, respirant à peine. À l'intérieur, la location sentait légèrement les bougies à la vanille et le vieux bois. J'ai accroché mon manteau près de la porte et je me suis affalé sur le bord du lit, fixant le petit sapin de Noël sur la commode. Il avait l'air triste, des branches en plastique tordues maladroitement, ses lumières clignotant à un rythme irrégulier. J'ai pensé au sapin parfait de maman, chaque ornement choisi avec soin, chaque lumière équilibrée. J'ai pensé à la façon dont j'avais passé des années à envoyer de l'argent pour m'assurer que leurs vacances ressemblent à ça, le paiement de l'hypothèque, la facture d'électricité, les frais de scolarité de Sophie. J'ai de nouveau attrapé mon téléphone, le pouce planant au-dessus du nom de maman. Qu'est-ce que je dirais? Que j'avais découvert par accident, que j'étais humilié, que j'avais passé la plupart de ma vie d'adulte à m'occuper de gens qui pouvaient m'effacer si facilement. Les questions brûlaient, mais les réponses me faisaient plus peur. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Dehors, la neige tombait à nouveau, douce et régulière. Les lampadaires la rendaient dorée. Quelque part, un chien aboyait et un voisin riait. Le monde continuait de tourner, même si le mien s'était arrêté. J'ai appuyé ma paume sur la vitre et j'ai senti le froid s'infiltrer dans ma peau. Mon souffle a embué la fenêtre, brouillant les lumières au-delà. Peut-être que maman avait raison, ai-je pensé. Peut-être que j'étais vraiment trop occupé. Trop occupé à travailler, trop occupé à payer, trop occupé à être la personne fiable. Peut-être qu'il s'était habitué à l'idée que je serais toujours là, sans invitation requise. Mais ce soir avait changé cela. Mon téléphone a de nouveau vibré, une notification d'Instagram. Sophie avait posté une photo, toute la famille souriante devant la cheminée, leurs pulls rouges assortis brillant sous les lumières. La légende disait « Noël en famille ». Je l'ai fixé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. La douleur à l'intérieur de moi s'est aiguisée en quelque chose de plus froid, de plus dur, de plus certain. Mes mains ont cessé de trembler, ma respiration s'est stabilisée. J'ai chuchoté, demain, je l'appellerai, et cette fois, je ne resterai pas silencieuse. Le lendemain matin, la lumière grise s'infiltrait à travers les stores, pâle et froide contre les murs de l'Airbnb. J'étais assise sur le lit, enveloppée dans une couverture, la même photo toujours ouverte sur mon téléphone. Ma famille souriant près du feu, des pulls rouges assortis, la légende « Noël en famille ». Ma gorge se serrait à chaque fois que je la regardais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai pressé le dos de ma main contre ma bouche et j'ai chuchoté « Appelle-la, Rachel ». J'ai fixé le téléphone pendant un long moment avant d'appuyer enfin sur le bouton vert. Ma mère a décroché après seulement 2 sonneries. « Salut ma chérie », a-t-elle dit gaiement, comme si rien au monde n'allait mal. « Joyeux Noël. Comment vas-tu » Sa voix était douce, exercée, du genre qu'elle utilisait avec les connaissances à l'église. « As-tu eu une fête de Noël hier soir » ai-je demandé, en essayant de garder un ton égal. Il y a eu une pause, un petit clic du réfrigérateur qui se ferme en arrière-plan. « Eh bien oui, ma chérie. »« Pourquoi demandes-tu » ? »« Parce que je n'étais pas invité. » Un léger rire a flotté sur la ligne, du genre destiné à balayer les choses. « Oh Rachel, n'en fais pas tout un plat. Tu es toujours si occupée par le travail, je ne voulais pas te mettre la pression. » Les mots sont venus lents, lourds. J'ai senti le sang quitter mon visage. « Trop occupée ?»« Oui, ma puce, a-t-elle dit,
presque en soupirant. Tu travailles si dur, toujours en voyage, toujours fatigué. Nous avons pensé que ce serait plus facile comme ça. Plus facile. Encore ce mot. Comme si j'étais un problème d'horaire, pas sa fille. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit doucement. Tu sais comment sont les vacances, a-t-elle continué, sont-on sec et joyeux. Tout s'est organisé si vite. Nous avons juste gardé sa petite, quelques voisins, Carole, les amis de Sophie, rien de formel. J'ai avalé difficilement. D'accord. Rien de formel. Il y a eu un silence, le faible bourdonnement de sa cuisine en arrière-plan. Puis elle a dit, tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? J'ai regardé le mur, la peinture écaillée près de la fenêtre. Je ne sais même pas ce que je suis, ai-je dit. Eh bien, ne sois pas dramatique, a-t-elle répondu doucement. Tu nous verras bientôt, n'est-ce pas? Nous nous rattraperons. Ce mot, dramatique, m'a frappé comme une gifle. Elle l'avait utilisé quand j'avais pleuré aux funérailles de papa, quand je l'avais appelé après avoir perdu mon emploi, quand je lui avais dit que j'étais seul dans une ville où personne ne me connaissait. Ça avait toujours été sa façon de me faire taire. J'ai raccroché avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre. Ma main tremblait en posant le téléphone sur la table. Le faux sapin de Noël clignotait dans le coin, projetant de petits points rouges et verts dans la pièce. Le silence bourdonnait dans mes oreilles. Au bout d'un moment, j'ai rappelé. Peut-être qu'elle m'entendrait différemment la deuxième fois. Cette fois, elle a répondu avec le même ton joyeux. Salut ma chérie, tout va bien? Pourquoi ai-je dû apprendre d'Émilie que tu avais une fête, ai-je demandé. Tu aurais pu me le dire toi-même. Son rire était léger, répété. Oh Rachel, ce n'était rien de grand, juste un petit rassemblement. Nous savions que tu serais occupée, et je ne voulais pas te mettre la pression. Encore une fois. Occupée. Sous pression. Des excuses pratiques enveloppées d'affection. J'ai serré la mâchoire. Je suis ta fille, pas une cliente que tu essaies de programmer. Elle a soupiré, brusquement cette fois. Ne sois pas dramatique, a-t-elle répété. Nous avons pensé que ce serait plus facile pour tout le monde. Plus facile pour tout le monde sauf moi, je voulais dire. Au lieu de cela, j'ai appuyé ma paume sur le comptoir et j'ai demandé, puis-je parler à papa? Le téléphone a été passé, un faible bourdonnement, puis sa voix, calme, distraite. Salut ma grande, comment ça va? Savais-tu pour la fête? Il a hésité, puis a dit, oui, bien sûr. Ta mère pensait qu'il valait mieux garder sa petite cette année. Petit, c'est-à-dire sans moi. Ne le prends pas comme ça, a-t-il dit rapidement. Nous avons juste pensé que tu serais fatigué du travail, que tu ne voudrais peut-être pas conduire dans la neige. Ce n'est pas à propos de la neige, ai-je dit. C'est à propos de ne pas être désiré. Il est resté silencieux, puis s'est éclairci la gorge. Nous sommes désolés si tes sentiments ont été blessés. Si. Cette seule syllabe portait toute une vie de dédain. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Merci d'être honnête, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je suis resté là longtemps, les mains tremblantes. Le chauffage s'est enclenché, remplissant le silence d'un faible bourdonnement. Mon reflet dans la fenêtre semblait pâle, inconnu. J'ai chuchoté, plus facile, hein. Au bout d'un moment, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté mon compte bancaire. Les chiffres me fixaient, des virements mensuels, des paiements automatiques, la liste interminable des façons dont j'avais maintenu leur vie stable. Hypothèque, services publics, frais de scolarité de Sophie. J'ai fait défiler jusqu'à ce que ma vision se brouille. J'ai pensé aux vacances où j'avais envoyé de l'argent pour des cadeaux que je n'ai jamais vus, des vacances auxquelles je n'étais pas invité. J'avais appelé ça de l'amour. Ils avaient appelé ça de la commodité. Le téléphone a de nouveau vibré. Sophie. Pendant un moment, j'ai envisagé de l'ignorer, mais j'ai répondu. Salut, a-t-elle dit joyeusement. Joyeux Noël. Désolé, j'ai oublié de te parler de la fête. C'était un peu à la dernière minute. Tu as oublié? Elle a ri. Ouais, maman a dit que tu étais probablement trop occupé de toute façon. Tu as des horaires de fou, non? En plus, conduire jusqu'ici dans la neige. Burk, un cauchemar. Je me suis mordu l'intérieur de la joue. D'accord. La neige.
Mais c'était amusant. Maman a fait sa tarte aux canneberges, papa a grillé le rôti. Tout le monde a demandé de tes nouvelles. Quelqu'un a-t-il demandé pourquoi je n'étais pas là, ai-je demandé. Une pause. Pas vraiment. Ils ont juste supposé que tu avais du travail. Tu en as toujours. J'ai failli rire, mais c'est sorti comme un petit son entre un soupir et un sanglot. J'en ai toujours. Sophie a continué à parler, inconsciente. Oh, et merci d'avoir encore payé mes frais de scolarité. Je te jure, je te rembourserai dès que j'aurai un travail. J'ai fermé les yeux. Ne t'inquiète pas pour ça, ai-je dit platement. Tu es la meilleure, a-t-elle dit, sa voix légère et jeune. Sérieusement, Rach, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir. Le silence après l'appel semblait plus lourd qu'avant. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la neige tombait doucement sur les lampadaires. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide et j'ai laissé échapper un lent souffle. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Ce que je ressentais était plus petit et plus vif, une piqûre silencieuse qui vivait derrière mes côtes. Pendant des années, j'avais été celle qui répondait à chaque appel, réglait chaque crise, envoyait chaque chèque. Je pensais que cela me rendait bonne. Cela me rendait juste utile. La pièce semblait trop calme, alors j'ai bougé. J'ai sorti mon carnet de mon sac, celui que j'utilisais pour mon budget, et je l'ai ouvert à une page blanche. En haut, j'ai écrit la date, 26 décembre. Puis j'ai fait une liste. Hypothèque, $2100 par mois. Services publics, gaz, électricité, eau. Ordonnance de maman, paiement automatique. Frais de scolarité de Sophie, semestre de printemps, à payer bientôt. J'ai fixé les lignes jusqu'à ce que l'encre se brouille. 4 lignes qui résumaient 7 ans de ma vie. 7 ans à travailler tard, à envoyer de l'argent avant de payer mon propre loyer, à croire que la famille signifiait le sacrifice. Ma gorge s'est serrée, mais je n'ai pas pleuré. J'ai pressé le stylo sur le papier et j'ai ajouté un dernier mot sous la liste, pourquoi? Pourquoi l'ai-je fait? Pourquoi ai-je continué à dire oui? Le chauffage s'est éteint, le silence est revenu, pressant contre les murs. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine. L'horloge du four clignotait 12h17. Je me suis versé un verre d'eau, je l'ai bu, puis je l'ai posé avec un petit bruit sec. Mon pouls était stable maintenant. Si j'arrêtais de donner, ai-je chuchoté, remarquerait-il même que je suis parti? Les mots flottaient dans l'air comme du givre. Je suis retourné à la table, j'ai de nouveau ouvert le carnet et j'ai tracé une ligne sous la liste. En dessous, j'ai écrit en plus petites lettres, à réexaminer. Le stylo s'est enfoncé dans le papier, laissant de petites marques sous l'encre. J'ai fixé la page jusqu'à ce que les mots se brouillent à nouveau, puis j'ai fermé le carnet et je l'ai glissé dans mon sac. La neige dehors continuait de tomber, stable et silencieuse. J'ai éteint la lumière, je me suis glissé sous la couverture et j'ai laissé l'obscurité s'installer autour de moi. Je n'étais pas encore prête à décider quoi que ce soit, mais au fond de moi, je savais déjà ce qui allait suivre. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des chasse-neige qui raclaient la rue dehors. Le ciel avait la couleur de l'étain, et tout semblait engourdi, silencieux. L'horloge sur la table de chevet indiquait 8h30, mais je suis resté immobile sous la couverture, écoutant le bourdonnement du chauffage. J'avais à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le sourire de ma mère, j'entendais son rire au téléphone, et le mot, plus facile, résonnant comme un hochet dans ma tête. Quand je me suis enfin assise, mon corps semblait lourd, comme si l'air lui-même avait un poids. La petite cuisine de l'Airbnb sentait légèrement le café rassis de la veille. J'ai fait une nouvelle cafetière, j'ai versé une tasse et je me suis assise à la table, regardant la vapeur s'enrouler devant moi. J'aurais dû les rappeler. J'aurais dû exiger une explication. Mais je savais déjà ce qu'elle dirait, quelque chose de net, de poli. Tu exagères, ma chérie. Ne sois pas dramatique. La phrase était devenue sa signature. J'ai sorti le carnet noir de mon sac et je l'ai posé à plat sur la table. Mes mains ont hésité avant de l'ouvrir. À l'intérieur, les premières pages étaient remplies de listes et de rappels, loyer à payer, délai du travail, notes de réunion client. La vie ordinaire, nette et prévisible. Puis j'ai tourné à une page blanche. Le silence dans la pièce s'est étiré, pressant contre ma poitrine. J'ai écrit en haut, lentement, délibérément, ce que je paie.
La première ligne est venue facilement. Hypothèque, $2100 divisé par mois depuis 2017. La seconde a suivi sans pause. Services publics, gaz, électricité, eau. Puis les ordonnances de maman, et enfin les frais de scolarité de Sophie. Je me suis penché en arrière et j'ai regardé les mots. 4 lignes simples. Elles semblaient inoffensives, presque innocentes à l'encre. Mais chacune était un morceau de ma vie que j'avais cédé sans poser de questions. J'ai pensé aux nuits tardives au bureau, à équilibrer les comptes des clients tout en équilibrant les leurs aussi. Les fois où j'avais sauté des vacances, sauté du repos pour m'assurer que le paiement de la maison passait. Chaque chiffre avait une histoire derrière lui, chaque dollar avait un morceau de moi attaché. Ma poitrine s'est serrée alors que j'ajoutais une autre note à côté de l'entrée de l'hypothèque, paiement automatique depuis mon compte. J'avais mis ça en place il y a 8 ans après la retraite anticipée de papa. Je me suis souvenu de la conversation clairement. Il était assis à la table de la cuisine, regardant les factures étalées devant lui comme un champ de bataille. Maman avait dit, ce ne sera que pour quelques mois, jusqu'à ce que nous nous adaptions. Je l'avais cru. Tu fais partie de cette maison aussi, avait-elle dit, sa voix douce et fière. À l'époque, je pensais qu'elle voulait dire amour. Maintenant, je réalisais qu'elle voulait dire responsabilité. J'ai tracé mon doigt sur la page, relisant la liste jusqu'à ce que les lettres se brouillent, puis j'ai fermé le carnet et je l'ai repoussé. Mon café était devenu froid. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant la rue en bas. La neige tombait encore paresseusement dans l'air, fondant au contact de l'asphalte. Un homme de l'autre côté de la rue grattait la glace de son pare-brise. Tout semblait normal, ordinaire. Mon monde s'était fissuré et personne d'autre ne l'avait même remarqué. J'ai appuyé ma main contre la vitre froide, chuchotant, ils ne m'ont pas oublié. Ils ont juste décidé que la vie était plus facile sans moi. Un coup à la porte m'a surprise. Quand j'ai ouvert, l'hôte de l'Airbnb était là, tenant un petit sac en papier. Des muffins restants, a-t-elle dit gentiment. Trop pour moi. Je l'ai remercié, j'ai pris le sac et j'ai fermé la porte. L'odeur de cannelle a rempli la cuisine. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais faim. J'en ai déchiré un et je l'ai mangé lentement, chaque bouchée me ramenant un peu plus dans le moment présent. Après le petit déjeuner, je me suis rassise et j'ai rouvert le carnet. Mon écriture me fixait comme la preuve d'un crime. J'ai tourné à une autre page et j'ai écrit une autre ligne, plus petite cette fois, si j'arrêtais, que se passerait-il? La question est restée en suspens. Je n'étais pas sûr de vouloir la réponse. En fin de matinée, j'ai décidé de sortir. Le froid m'a giflé le visage dès que j'ai mis le pied sur le porche. La rue était calme, bordée de voitures saupoudrées de neige, et quelque part au loin, un chien aboyait. J'ai marché sans but, les mains au fond de mes poches, mes bottes craquant contre la glace. Il y avait un café au coin, ses vitres embuées de chaleur. Je suis entré. L'air sentait l'espresso et le sucre. Des gens étaient assis par deux, emmitouflés dans des écharpes, bavardant doucement. Le bruit des cuillères tintant contre les tasses remplissait l'espace. J'ai commandé un café noir et j'ai trouvé une petite table près de la fenêtre. La barista m'a tendu une tasse en céramique, son bord ébréché d'un côté. Je l'ai prise à 2 mains, laissant la chaleur s'infiltrer dans ma peau. Pendant un instant, je me suis imaginé mes parents assis en face de moi, juste en train de parler, sans tension, sans registre de faveur et de dette entre nous. Puis je me suis souvenu de la vérité. Nous n'avions pas eu de vraie conversation depuis des années. Tout ce que nous nous disions était enveloppé de culpabilité et d'attente. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Des rangées de transactions remplissaient l'écran. Hypothèque, services publics, pharmacie, frais de scolarité. Chacune un euro d'attache de ma servitude silencieuse. J'ai remonté de plusieurs mois, puis d'années. Le schéma n'a pas changé. Les mêmes montants, le même rythme. Fiable comme une horloge. J'ai fermé l'application et j'ai regardé par la fenêtre. Une famille est passée sur le trottoir en riant. Le père tirait un enfant sur une luge pendant que la mère filmait sur son téléphone. Leur voix était étouffée par la vitre, mais leur joie était claire. Je voulais être heureuse pour eux, mais tout ce que je ressentais était une douleur creuse. J'ai laissé quelques dollars sur la table et je suis retourné dans le froid. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto de Julia, mon amie la plus proche à San Diego. Ça va?
Pas de nouvelles de toi. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Pas vraiment. Il s'est passé quelque chose. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Rage, la voix de Julia est sortie, pleine d'inquiétude. Parle-moi. Je lui ai tout raconté, la fête, l'appel téléphonique, les années de dons silencieux. Mes mots se sont déversés, désordonnés mais imparables. Julia n'a pas interrompu. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause de son côté. Rachel, a-t-elle finalement dit, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Ils ont fait de toi leur filet de sécurité. Je ne peux pas simplement les couper, ai-je dit, ma voix se brisant. Ils s'effondreraient. Peut-être qu'ils en ont besoin, a-t-elle dit doucement. Tu les as portés si longtemps qu'ils ont oublié comment se tenir debout. Je me suis appuyé contre un lampadaire, fermant les yeux. Le vent me piquait les joues. Ça semble cruel. Ce n'est pas cruel, a-t-elle dit. C'est honnête. Le silence n'est pas une punition, c'est une limite. Ces mots ont coulé profondément, plus lourd que je ne l'avais prévu. Pendant des années, j'avais assimilé le silence au rejet, mais peut-être que cela pouvait être autre chose. Quand nous avons raccroché, je suis resté là un moment, regardant la neige tomber. Chaque flocon atterrissait doucement, se dissolvant sur le trottoir, disparaissant avant que quiconque puisse le remarquer. Je connaissais ce sentiment. De retour à l'Airbnb, la pièce semblait plus petite qu'avant. J'ai de nouveau sorti le carnet et j'ai fixé la page où j'avais écrit la liste. Mon stylo a plané au-dessus, puis j'ai tracé une seule ligne délibérée à travers chaque entrée. Quand j'ai atteint le bas, j'ai écrit un mot en majuscule, arrêtez. J'ai posé le stylo, mes mains tremblaient, mais ma poitrine semblait plus légère. Le chauffage s'est enclenché, remplissant le silence d'une chaleur constante. Je me suis penché en arrière dans la chaise et j'ai laissé échapper un long souffle. Je n'étais pas sûr de ce qui allait suivre, mais pour la première fois depuis des années, la prochaine étape serait la mienne. Dehors, la neige s'était transformée en pluie, de fines lignes argentées striant la vitre. J'ai fait une tasse de thé, je me suis assise près de la fenêtre et je l'ai regardé tomber. Mon téléphone a de nouveau vibré, un autre texto de maman, non lu. Je l'ai retourné sur la table et j'ai chuchoté, pas ce soir. Le carnet était ouvert à côté de moi, l'encre encore en train de sécher. J'ai tracé le mot « arrêtez » du bout du doigt et j'ai souri faiblement. Peut-être que le silence était une absence, peut-être que c'était le début d'être entendu. Je me suis réveillé avant le lever du soleil. L'air à l'intérieur de l'Airbnb était sec et immobile. Le monde extérieur était silencieux, du genre de silence qui suit une tempête, lourd, en attente. Une lueur pâle s'infiltrait à travers les stores, peignant de fines lignes sur le mur. Le carnet noir était posé sur la table, ouvert à la page que j'avais marquée la veille. Les mots « arrêtez » me fixaient à l'encre sombre et nette. Pendant longtemps, je l'ai juste regardé. Ma main a plané au-dessus de la page, de la même manière qu'elle planait autrefois au-dessus d'un bouton de virement bancaire. Puis, presque sans réfléchir, j'ai attrapé mon ordinateur portable. Mon reflet dans l'écran semblait calme, presque étranger. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai trouvé la liste familière de paiements automatiques qui avait régi ma vie pendant des années. Hypothèque, services publics, frais de scolarité de Sophie. Chacun lié, automatique, constant. J'ai cliqué sur « Annuler » pour le premier, « Supprimer » pour le deuxième, « Mettre en pause » pour le troisième. Mon doigt a hésité une seconde avant de cliquer sur « Confirmer ». Puis c'était fait. 3 clics, c'est tout ce qu'il a fallu pour annuler des années de sacrifices silencieux. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était stable, propre. Je me suis assise dans la chaise, attendant que la panique vienne, mais elle n'est pas venue. Ma respiration s'est régularisée. La pièce sentait légèrement le café brûlé de la cafetière que j'avais oublié d'éteindre. J'ai chuchoté, voilà. Maintenant, ils verront ce que signifie vraiment être occupé. Dehors, la neige s'était transformée en une légère bruine. Le bruit de la glace fondante tapotait doucement contre la fenêtre. J'ai fait une nouvelle tasse de café et je suis resté debout, la regardant tomber. Chaque goutte qui glissait sur la vitre semblait être quelque chose qui était lavé. La culpabilité, le devoir, l'épuisement. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai laissé sortir lentement. Pendant des années, j'avais cru que l'amour se mesurait à ce que je pouvais donner. Chaque virement, chaque prêt,
Chaque « oui » silencieux avait été une monnaie d'appartenance. Mais maintenant, debout là avec une liste de choses à faire vide, j'ai réalisé que j'avais confondu le service avec la connexion. L'amour sans respect n'était pas du tout de l'amour, c'était une dette. La pensée m'a fait rire doucement, presque amèrement. J'ai attrapé mon manteau et mes clés de voiture et j'ai décidé de me rendre en ville. Le ciel était gris, les routes mouillées, mais la journée semblait plus légère que toutes celles que j'avais eues depuis des mois. La friperie au coin avait une pancarte manuscrite scotchée à la fenêtre, solde après les fêtes, 70% de réduction. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et le vieil adoucissant. J'ai erré dans les allées de décorations oubliées et de tasses ébréchées. Une petite tasse en céramique a attiré mon attention. Blanche avec des lettres bleues délavées qui disaient « Ma maison, mes règles ». Je l'ai prise et je l'ai retournée dans ma main. Une minuscule fissure courait le long de l'anse. J'ai souri. C'était parfait. Au comptoir, la caissière l'a enveloppée dans du papier brun. 1,50 $, a-t-elle dit. En lui tendant l'argent, quelque chose de chaud a vacillé dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie exactement, plus comme une pulsation d'auto-reconnaissance. J'ai quitté le magasin avec la tasse rangée en toute sécurité dans la poche de mon manteau. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une boutique de bougies. Une bougie au bois de cèdre a attiré mon attention. Son étiquette indiquait « Restauration ». L'odeur était terreuse, ancrée, comme quelque chose destiné à vous rappeler qui vous étiez avant que tout ne tourne mal. Je l'ai achetée et j'ai conduit jusqu'à la maison avec la bougie allumée dans le porte-gobelet, sa flamme stable dans la voiture sombre. De retour à l'Airbnb, j'ai allumé la bougie sur la table de la cuisine et je me suis assise à côté, regardant la cire fondre en une petite flaque d'or. La douce lueur se reflétait sur la fenêtre et, pour la première fois, je ne me suis pas sentie petite dans le silence. Je me suis sentie puissante. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message de maman. Ma chérie, la compagnie d'hypothèque a appelé. Il s'est passé quelque chose avec le paiement? J'ai fixé l'écran, le cœur calme. 10 minutes plus tard, un autre est arrivé. Peut-être que la banque a fait une erreur. Vérifie quand tu pourras. J'ai retourné le téléphone. La bougie vacillait, la flamme se penchant légèrement avant de se redresser. Pendant des années, j'avais répondu à chaque appel, sauté sur chaque crise. Leurs urgences étaient mon réflexe. Mais maintenant, je réalisais que je ne leur devais pas ma réaction. Mon silence était ma réponse. J'ai sorti la nouvelle tasse du sac en papier et je me suis versé du café. Les mots, ma maison, mes règles, me faisaient face alors que je la soulevais. J'ai chuchoté la phrase sous mon souffle, goûtant chaque mot comme de la liberté. Dans l'après-midi, la pluie a repris de plus belle. Je me suis blotti sur le canapé, la bougie brûlant à côté de moi, et j'ai fermé les yeux. Mon esprit a dérivé vers le passé, les nuits tardives, les appels téléphoniques frénétiques, le ton prudent de ma mère lorsqu'elle demandait de l'aide. C'est juste pour cette fois, disait-elle, puis, juste une fois de plus. Je pouvais encore entendre sa voix de la veille, nous avons pensé que ce serait plus facile comme ça. Le souvenir piquait, mais cette fois, il ne me paralysait pas. Il clarifiait les choses. Plus facile avait toujours signifié moins cher. J'étais la réduction cachée sur leur confort. Quand le téléphone a de nouveau vibré, je ne l'ai pas attrapé. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit sur une page blanche, ce n'est pas une punition, c'est un équilibre. J'ai souligné 2 fois le dernier mot. Plus tard dans la journée, Julia a appelé. Son nom s'est allumé sur l'écran et j'ai répondu. Tu as l'air différente, a-t-elle dit après un moment. Je l'ai fait, lui ai-je dit. J'ai tout arrêté. Il y a eu une petite pause, puis sa voix s'est adoucie. Bien. Comment te sens-tu? Étrangement calme. J'ai regardé la bougie. Comme si je respirais enfin mon propre air. Julia a ri. Tu étouffais dans celui des autres depuis des années. Profite de l'oxygène. J'ai ri doucement, bien qu'une trace de peur persistait encore sous mes côtes. Penses-tu que je suis cruel? Non, a-t-elle dit. Cruel est de faire semblant que tout va bien. Tu es juste honnête. Ces mots se sont installés en moi comme une couverture chaude. Le silence n'est pas cruel, a-t-elle ajouté. C'est la seule langue que certaines personnes écoutent jamais. Cette phrase m'est restée longtemps après que nous ayons raccroché. Le soir, les nuages s'étaient assombris,
la pluie était devenue plus forte. Je me suis assise à la fenêtre, regardant les gouttes strier la vitre. Le téléphone a de nouveau vibré. Maman cette fois, puis papa. J'ai ignoré les deux. Plus je restais silencieuse, plus leur panique deviendrait forte. Mais ce n'était plus mon problème. Dans le passé, j'aurais rappelé instantanément, le cœur battant, craignant de les décevoir. Maintenant, je regardais juste l'écran s'allumer et s'éteindre, s'allumer et s'éteindre. J'ai pris une gorgée de ma tasse, sa chaleur m'ancrant dans le moment présent. L'odeur de la bougie remplissait la pièce, cèdre et fumée, l'odeur de quelque chose de reconstruit. J'ai de nouveau écrit dans mon carnet, ils ont utilisé le silence pour m'effacer. Je vais l'utiliser pour me trouver. En terminant la phrase, un frisson d'émotion m'a parcouru. Pas de la tristesse, pas de la colère, mais quelque chose de plus stable, une sorte de pouvoir silencieux. Vers minuit, j'ai éteint les lumières et j'ai laissé la bougie se consumer. L'air était épais de son parfum. Pendant un moment, la culpabilité est revenue, chuchotant des « et si ». Et s'il ne pouvait pas gérer les retombées? Et si cela détruisait tout? Puis je me suis souvenu de ces mots, ce sera plus facile comme ça. J'ai souri faiblement dans le noir. Alors, que ce soit facile, ai-je chuchoté. Le chauffage s'est enclenché, remplissant le silence de chaleur. La flamme a vacillé une fois de plus avant que je ne la souffle. La fumée s'est enroulée vers le haut, douce et lente, disparaissant dans le noir. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, mon téléphone était silencieux. L'air était encore lourd de la faible trace de cèdre. J'ai versé du café dans ma tasse et je me suis assise près de la fenêtre. Le monde extérieur était lavé, le ciel bleu pâle, la lumière du soleil scintillant sur le trottoir mouillé. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai levé la tasse à mes lèvres, j'ai souri et j'ai dit doucement, ma maison, mes règles. Le premier appel est arrivé avant le lever du soleil. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet, le son tranchant le silence. Je n'ai même pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Maman. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête, puis je me suis retourné et j'ai fixé le plafond. Un instant plus tard, ça a recommencé. Au moment où j'ai finalement décroché le téléphone, il y avait déjà 5 appels manqués et 3 textos. Le premier disait, « Ma chérie, la banque a appelé. Le paiement de l'hypothèque n'est pas passé. Peut-être qu'il y a un problème. » Le suivant était plus court, « S'il te plaît, vérifie, d'accord ? Il pourrait facturer des frais de retard. » Le troisième ne disait rien du tout, juste une photo de la lettre que la banque avait envoyée, le cachet rouge visible même à travers le flou. J'ai posé le téléphone face contre table sur la table de chevet et j'ai pris une profonde inspiration. L'air dans la pièce était chaud, encore légèrement parfumé par la bougie de la nuit dernière. Pendant des années, leurs urgences m'avaient tiré du sommeil comme des alarmes. Ce matin, j'ai laissé le silence perdurer. En me levant, la neige dehors s'était transformée en une gadoue grise. J'ai préparé le petit déjeuner, des toasts, des œufs brouillés et je me suis forcé à manger lentement, même si le téléphone a recommencé à vibrer. Un autre texto, puis un autre. Je n'ai pas regardé. J'ai traversé la matinée comme si je marchais sous l'eau, lentement mais délibérément. Au moment où je me suis assise avec mon café, l'écran affichait 12 appels manqués. Mon estomac s'est noué, mais pas de culpabilité. C'était l'habitude, le vieux réflexe de vouloir arranger les choses. Je me suis souvenu de toutes les fois précédentes, maman appelant pour la facture d'électricité, papa pour l'assurance auto, Sophie pleurant pour ses frais de scolarité. Tu es si doué pour gérer ces choses, disait-il, et je me sentais à la fois fier et épuisé. Maintenant, je réalisais ce qu'il voulait vraiment dire, tu es celle qui nous empêche de nous effondrer. J'ai siroté mon café et j'ai chuchoté, alors, effondrez-vous. Vers midi, j'ai finalement regardé le téléphone. 23 appels manqués, 4 messages vocaux. J'en ai écouté un, juste pour voir. Rachel, ma puce, a commencé la voix de maman, vive mais tremblante. La compagnie d'hypothèque a de nouveau appelé. Ils ont dit qu'un avis de retard sera envoyé. S'il te plaît, rappelle-moi. C'est sérieux. Le suivant était papa, salut ma grande, je ne sais pas ce qui se passe mais ta mère est contrariée. Peux-tu juste gérer ça? Ce sera plus facile pour tout le monde. Le troisième était Sophie, sa voix aiguë et frénétique, Rach,
mon école m'a envoyé un email à propos d'un retard de paiement. Peux-tu arranger ça? J'ai appuyé sur supprimer après chacun. Mon cœur ne s'est même pas emballé cette fois. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils n'ont pas demandé si j'allais bien. Ils ont seulement demandé si je pouvais arranger ça. C'était la version de moi qu'ils connaissaient, la réparatrice, la garantie silencieuse. J'ai enfilé mon manteau et je suis sorti. Le froid m'a mordu le visage, mais l'air semblait plus pur qu'à l'intérieur. J'ai marché jusqu'à la boulangerie au coin, la même devant laquelle j'étais passé tous les jours mais où je n'étais jamais entré. La cloche au-dessus de la porte a tinté doucement en entrant. La chaleur m'a frappé comme une vague. Café, sucre, cannelle. La femme derrière le comptoir a souri. Journée froide pour une promenade, a-t-elle dit. J'avais besoin d'air, ai-je répondu. Elle m'a versé une tasse de café et me l'a tendue sans demander ce que je voulais dedans. Le premier est offert, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Vous avez l'air d'en avoir besoin. J'ai ri doucement et je l'ai remercié. J'ai trouvé une place près de la fenêtre, la tasse chaude entre mes paumes. Dehors, le ciel était bas et lourd, mais le monde continuait de bouger. Des voitures passaient, des gens promenaient leurs chiens. Personne ne savait que ma famille s'effondrait à quelques centaines de kilomètres de là. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je ne l'ai pas attrapé. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé à ce que Julia avait dit, le silence n'est pas cruel, c'est la seule langue que certaines personnes écoutent jamais. La culpabilité tirait encore sur les bords de ma paix, chuchotant des « et si ». Et s'il ne pouvait pas le supporter? Et si la maison était vraiment en danger? Mais je me suis rappelé la vérité. Il ne l'avait pas géré depuis des années. Je l'avais fait. Je suis resté dans la boulangerie jusqu'à ce que le ciel commence à s'assombrir. Quand je suis rentré, j'ai préparé de la soupe et j'ai allumé une autre bougie. Le téléphone vibrait toujours sur le comptoir, implacable. Au moment où j'ai regardé, il affichait 30 appels manqués. Je me suis assise sur le canapé et j'ai laissé la lueur de la bougie remplir la pièce. Le silence semblait plein, vivant. J'ai pris le téléphone et j'ai écouté un autre message vocal. Papa à nouveau, et Rachel, je ne sais pas si tu vois ces messages. La banque a dit qu'ils enverraient quelqu'un si nous n'arrangeons pas ça. S'il te plaît, appelle-nous. Puis un autre, maman cette fois, sa voix fragile, ma chérie, je sais que tu es fâchée mais ça devient incontrôlable. S'il te plaît, je t'en supplie, appelle-moi. J'ai éteint le téléphone et je l'ai posé à côté de moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas ressenti de colère. Je me sentais juste immobile. Quand la soupe a été prête, je me suis assise à table, cuillère à la main, et j'ai mangé lentement. La chaleur me ramenant sur terre. Le faible bourdonnement du chauffage remplissait l'arrière-plan. Ma poitrine semblait plus légère, mais il y avait une douleur étrange en dessous, un mélange de paix et de deuil. Plus tard, Julia a appelé. J'ai répondu. Tu as l'air calme, a-t-elle immédiatement dit. Je le suis, ai-je répondu. Ils ont appelé une trentaine de fois aujourd'hui. Et tu n'as pas décroché? Non. J'ai souri faiblement. Et le monde ne s'est pas arrêté. C'est le son des limites, a-t-elle dit. Je me suis penché en arrière dans la chaise, laissant ces mots s'installer. C'est étrange. Je me sens libre, mais je me sens aussi cruel. Tu n'es pas cruel, Rach. Tu es juste. Ils ne sont juste pas habitués à la justice. J'ai ri doucement. C'est une belle façon de le dire. Après avoir raccroché, je suis resté près de la fenêtre, regardant les traînées de pluie sur la vitre. Mon reflet semblait plus doux, plus léger d'une manière ou d'une autre. J'ai chuchoté, c'est à ça que ressemble la liberté. En rallumant le téléphone, il a immédiatement vibré. Nouveaux messages vocaux. Je les ai ignorés et j'ai ouvert mon email à la place. Une notification clignotait en haut, paiement automatique annulé. Puis une autre, avis de retard émis. J'ai expiré lentement. La maison n'était officiellement plus à ma charge. Le message suivant était de Sophie, je ne peux pas m'inscrire pour le prochain semestre. L'école dit qu'il y a un blocage. S'il te plaît, juste cette fois. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé l'application. Juste cette fois, s'était transformé en année. À la tombée de la nuit, la pluie s'était arrêtée. Je me suis assise sur le canapé avec une tasse de thé,
la bougie toujours vacillante à côté de moi. Le téléphone a de nouveau vibré sur la table. Maman, papa, Sophie. Tous des noms que j'aimais, toutes des personnes qui ne m'avaient jamais vraiment vu. J'ai regardé l'écran s'allumer, puis s'éteindre. J'ai pensé à toutes les années où je m'étais démené pour arranger les choses, la boucle sans fin de les sauver tout en me perdant moi-même. Chaque urgence avait été une autre façon de me maintenir lié à eux. Maintenant, mon silence était devenu leur chaos. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai de nouveau éteint le téléphone. Le silence soudain était magnifique. Je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux. Pendant des années, j'avais été le premier appel qu'il passait quand quelque chose se cassait. Ce soir, je ne répondais pas. J'ai écrit dans mon carnet avant de dormir, la même phrase se répétant sur la page, aujourd'hui était la première fois que je n'ai pas décroché. Ça ressemblait à la paix. Quand je me suis finalement couché, la lueur de la bougie vacillait contre le plafond. Dehors, le monde était silencieux, à l'exception du faible sifflement de la neige fondante. La dernière chose que j'ai vue avant de m'endormir était le téléphone sur la table de chevet, l'écran sombre, reposant comme une blessure qui ne faisait plus mal. En me réveillant, la première chose que j'ai vue était le nombre à l'écran, 43 appels manqués. Le téléphone gisait sur la table de chevet, vibrant encore faiblement, comme épuisé d'avoir essayé. Ma poitrine s'est serrée, non pas de panique, mais de reconnaissance. La guerre avait commencé. Je me suis redressé lentement, la pièce encore à moitié sombre, et j'ai fait défiler la liste. Maman, papa, Sophie, maman à nouveau. Le dernier message vocal était de mon père, la ligne d'aperçu disait « Nous devons parler ». C'est à propos de la maison. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était plus douce que je ne m'en souvenais, dépouillée de son calme habituel. Rachel, quelque chose ne va pas avec le compte de l'hypothèque. La banque a envoyé une lettre. S'il te plaît, appelle-moi. Ta mère est inquiète. Une pause, puis, appelle-nous, d'accord? La ligne s'est terminée, et pendant longtemps, j'ai fixé le téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas jeté. J'ai juste ressenti la même immobilité que la veille, lourde mais stable. Pendant des années, chaque urgence avait été la mienne à résoudre. Cette fois, j'ai laissé l'urgence exister sans moi. Au moment où j'ai fait du café, un email a sonné dans ma boîte de réception. Bestate Mortgage, avis de retard de paiement, escalade en cours. Le message était stérile, froid. J'ai imaginé le visage de mes parents en ouvrant leur propre copie de cet email, les lèvres de maman se resserrant, papa se frottant le front, prétendant que tout allait s'arranger. J'ai siroté mon café et j'ai chuchoté, tu voulais que ce soit simple, maman. C'est simple. Dehors, la lumière du matin avait transformé la neige en une fine couche de blanc brillant. J'ai ouvert la fenêtre, une fente, l'air sentait propre, presque vif. Pendant un étrange moment, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Mais la paix ne dure jamais longtemps. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec un autre message vocal. Sophie. J'ai appuyé sur lecture, sachant déjà ce qu'elle dirait. Rach, je viens de rentrer et il y a un papier cloué à la porte. Il dit quelque chose à propos de saisie. Maman pleure, papa panique. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ces mots se sont tordus dans ma poitrine, mais je n'ai pas bougé. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé la vapeur qui montait de ma tasse. Je comprends, ai-je chuchoté. C'était étrange à quel point le chaos se propageait rapidement quand je retirais mes mains de leur monde. La maison que j'avais soutenue pendant des années montrait enfin ses fissures, et pour une fois, je n'avais pas à les réparer. À midi, le soleil était sorti. Le monde extérieur avait l'air trompeusement calme. Des enfants traînant des luges dans la rue, un facteur saluant un voisin. Je me suis demandé si le quartier de mes parents ressemblait au même, la surface calme cachant la panique en dessous. Un autre email est arrivé, avis d'inspection de la propriété programmée. Les mots étaient là sur l'écran comme une confession. J'ai imaginé mon père répondant à la porte, à un homme en costume, un presse-papier à la main. Ma mère planant derrière lui, les joues rouges d'humiliation. Peut-être que les voisins avaient vu. Peut-être qu'ils chuchotaient déjà. La pensée ne m'a pas rendue heureuse, mais elle ne m'a pas non plus fait mal. C'était juste inévitable. J'ai passé l'après-midi à nettoyer la cuisine, à essuyer des comptoirs qui n'en avaient pas besoin, à organiser des armoires que je n'ouvrirais plus.
Chaque petite action me stabilisait. Quand le téléphone a de nouveau vibré, je n'ai pas regardé. Je savais déjà ce qu'il dirait. Le schéma ne changeait jamais, peur, déni, blâme, supplication, toujours dans cet ordre. À 16 heures, un autre message vocal est apparu, celui-ci d'un numéro inconnu. J'ai appuyé sur lecture et je me suis figé. Rachel, ma chère, c'est Madame Caldwell du quartier de tes parents. Je voulais juste te dire que je suis vraiment désolé de ce qui se passe. Tout le monde parle de cette lettre de la banque. J'espère que tes parents vont bien. Sa voix était douce, sympathique, mais mon estomac s'est retourné. Tout le monde parle. Le secret était donc éventé. La vérité que j'avais portée seule pendant des années s'était finalement échappée dans le monde sans ma permission. Je me suis appuyé contre le comptoir, laissant le poids de cela s'installer. J'avais l'habitude de souhaiter que les gens sachent à quel point j'avais fait pour eux, à quel point j'avais été invisible. Maintenant qu'ils le savaient, je ne me sentais pas victorieuse, je me sentais juste honnête. Le soir tombant, je suis allé me promener. L'air était froid mais pas cruel. J'ai suivi le chemin jusqu'à la rivière, mes bottes craquant sur le gravier. L'eau était grise et lente, scintillant du reflet des lampadaires. Je me suis assise sur un banc et je les regardais bouger. Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je trouverais du réconfort dans leur chute, je l'aurais nié. Mais ce n'était pas du réconfort, c'était de la clarté. La maison ne s'était pas effondrée parce que j'avais arrêté de payer, elle pourrissait bien avant. Mon argent ne faisait que maintenir les murs debout. Un souvenir a refait surface, moi à 24 ans, assise à cette même table de salle à manger avec une pile de papiers étalés, mes parents me regardant signer mon nom sur les formulaires d'hypothèque. Papa avait dit, tu fais partie de cette maison aussi. Maman avait souri comme si elle était fière de moi. Maintenant, 8 ans plus tard, je réalisais la vérité. Je ne faisais pas partie de la maison, j'en étais les fondations. En rentrant à l'Airbnb, le crépuscule avait tout rendu bleu. Le téléphone clignotait de nouveaux messages, leur lueur douce contre la pièce sombre. Je les ai ignorés et j'ai rallumé la bougie. L'odeur de cèdre a rempli l'air, m'ancrant. J'ai écrit dans mon carnet, pendant des années, j'ai été le secret qui tenait la maison. Maintenant, le secret est révélé. Qu'ils se tiennent sur leur propre vérité. J'ai fermé le carnet et j'ai fixé la flamme de la bougie, pensant à ce que Julia avait dit, le silence n'est pas de la cruauté, c'est une limite. Il était plus de 21 heures quand mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message vocal. J'ai appuyé sur lecture, m'attendant à de la colère. Au lieu de cela, c'était la voix de ma mère, fine et craquante. Rachel, a-t-elle commencé, son ton tremblant. Les voisins savent. Madame Parker a dit que les gens posaient des questions à l'église. Je ne peux pas montrer mon visage. Ton père parle à peine. S'il te plaît, appelle. S'il te plaît. J'entendais sa respiration s'accélérer avant qu'elle ne raccroche. Je me suis penché en arrière et j'ai laissé sa voix s'estomper. Tu voulais que ce soit facile, ai-je dit doucement. Maintenant, c'est plus facile sans moi. Le reste de la nuit, je n'ai plus vérifié le téléphone. J'ai préparé le dîner, rien d'extraordinaire, juste des pâtes au beurre, et j'ai mangé à la petite table de la cuisine, la bougie vacillant à côté de moi. La simplicité de tout cela semblait presque sacré. Dehors, la rue était glissante de neige fondante, reflétant la lumière de la fenêtre. J'ai regardé un homme promener son chien, son souffle formant des nuages dans l'air froid. La vie continuait de bouger, personne ne s'arrêtait pour voir les lignes invisibles qui m'avaient lié à ma famille pendant des années, maintenant coupées net. Quand je me suis finalement glissé dans mon lit, le téléphone a vibré une dernière fois. Un autre message vocal, peut-être de Sophie cette fois. Je ne l'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais par cœur le rythme du désespoir. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon carnet une dernière fois et j'ai écrit, quand le silence semble cruel, c'est que quelqu'un entend enfin la vérité. J'ai souligné la phrase et j'ai fermé le livre. Le chauffage ronronnait doucement, la bougie se consumait. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas rêvé de la maison, des factures ou du poids de garder tout le monde en sécurité. Je n'ai rêvé de rien du tout, et c'était magnifique. Le message vocal est arrivé juste après l'aube. La lumière à travers les stores était faible, touchant à peine le bord de la pièce lorsque le téléphone s'est mis à vibrer. Je l'ai attrapé par habitude, puis je me suis arrêté.
Mon pouce a plané au-dessus de l'écran avant que j'appuie sur lecture. La voix de maman a rempli le silence, tremblante mais vive. Rachel, la banque a envoyé quelqu'un à la porte aujourd'hui, un inspecteur. Ton père a failli avoir une crise cardiaque. Que se passe-t-il? As-tu oublié le paiement? S'il te plaît, ma chérie, arrange ça. L'appel s'est terminé sur le son de sa respiration, inégale, désespérée. J'ai posé le téléphone avec précaution et j'ai chuchoté, pendant des années, tu ne m'as jamais demandé si j'allais bien. Maintenant, tu te souviens comment supplier. L'appartement était froid, l'air immobile. J'ai fait du café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant une fine brume s'enrouler sur la rue en contrebas. Toutes les quelques minutes, le téléphone vibrait de nouveau. Je l'ai ignoré. Le nombre d'appels manqués augmentait, comme un compte à rebours, mais je m'en fichais. Pour une fois, je n'ai pas ressenti de panique. J'ai ressenti de la distance. Une distance sûre, solide. J'ai imaginé leur maison à Portland, les mêmes volets blancs que j'avais repeints pour eux il y a 2 étés, le jardin que j'avais payé pour faire aménager, la lumière du porche qui avait été remplacée 2 fois, tout cela faisant maintenant partie d'une maison qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Je l'avais portée pour eux, et maintenant elle apprenait à tomber sans moi. En milieu de matinée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des vols. Sedona, Arizona, brillait sur le site de voyage. Des rochers rouges, des sentiers désertiques et un soleil qui semblait brûler la culpabilité. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de réservation. Je n'avais pas pris de vraies vacances depuis des années, pas depuis avant la retraite de papa. Peut-être que c'était comme ça que je respirerais à nouveau. J'ai cliqué sur « Acheter » avant que la peur ne puisse m'arrêter. Alors que la page de confirmation se chargeait, un autre message vocal est apparu. Sophie cette fois. Je l'ai écouté, sachant déjà ce qu'elle dirait. Rach, je viens de parler à maman. Ils perdent la tête. L'inspecteur a dit quelque chose à propos d'un avis de vente aux enchères. Tu dois les appeler. Tu ne peux pas simplement ignorer ça. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. S'il te plaît, tu es la seule à savoir quoi faire. J'ai fermé les yeux, laissant sa voix s'estomper. C'est le problème, ai-je chuchoté. J'ai toujours su quoi faire. J'ai pensé à la rappeler, mais mon corps a refusé. Mes mains sont restées immobiles, ma mâchoire serrée. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit en haut d'une page blanche, quand tu arrêtes de les sauver, ils voient enfin le coup. Dehors, le soleil a percé les nuages, de fins rayons coupant la table de la cuisine. J'ai senti la chaleur frapper mes mains et je les laissais là, m'ancrant. Vers midi, j'ai fait ma valise. Juste les bases, quelques vêtements, mon ordinateur portable, le carnet noir. J'ai plié le pull que Julia m'avait donné à Noël dernier, celui qui, selon elle, me donnait l'air de la paix essayant de se produire. En fermant la valise, je me suis souvenu de toutes les autres vacances où j'avais emballé des cadeaux dans des boîtes pour ma famille, dont aucun n'avait jamais été retourné. Le téléphone a de nouveau sonné, le son tranchant le calme. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le dernier message vocal. Rachel, s'il te plaît, a dit maman, son ton craquant. Les gens parlent. Les voisins, l'église, tout le monde sait. As-tu la moindre idée de l'humiliation que c'est? Tu as tout détruit, ce que ton père et moi avons construit. S'il te plaît, rappelle. Nous devons arranger ça ensemble. Ensemble. Ce mot m'a fait rire aux éclats. J'ai chuchoté à la pièce vide, ensemble était l'illusion, maman. Tu n'as juste jamais vu qui la soutenait. À Portland, il se déchirait. À San Diego, j'étais enfin immobile. Dans l'après-midi, Julia a appelé. J'ai immédiatement répondu cette fois. Sa voix était calme, stable, comme une encre. Et, j'ai vu ton message sur le voyage. Ça va? Je vais bien, ai-je dit. Mieux que bien, en fait. Il s'effondre, Julia. J'ai arrêté de payer et c'est comme si leur monde s'écroulait. N'est-ce pas étrange, a-t-elle dit doucement. Tu as été le mur invisible qui tenait tout ensemble et ils ne l'ont jamais remarqué jusqu'à ce qu'il se fissure. Maintenant, il m'appelle cruel. Julia a ri, mais il n'y avait aucune moquerie dedans. Le silence semble cruel aux gens qui ne t'aimaient que pour ton bruit. Je me suis appuyé contre le mur, le téléphone chaud contre mon oreille. Je ne sais pas ce que je suis censé ressentir.
La liberté, la culpabilité, la justice, tout est emmêlé. C'est peut-être le but, a-t-elle dit. Tu n'as plus à choisir. Quand nous avons raccroché, je suis resté assise à table un long moment, traçant le bord de ma tasse d'un doigt. Le mot qu'elle avait dit, liberté, est resté avec moi comme une étincelle sous la peau. Ce soir-là, le téléphone a de nouveau vibré. Je n'ai même pas tressailli cette fois. J'ai écouté le bourdonnement du chauffage et le faible bruit de la pluie contre la fenêtre. Dehors, les lampadaires avaient commencé à scintiller, leur lueur s'étirant sur le trottoir mouillé. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais fatigué d'une bonne manière. Pas l'épuisement de porter tout le monde, mais la fatigue calme qui vient quand on pose enfin quelque chose. J'ai emballé les dernières de mes affaires dans la valise, je l'ai fermée et j'ai écrit une petite note pour moi-même sur un post-it, parti pour un moment. N'attendez pas, avant de dormir, j'ai écouté un dernier message vocal. C'était papa cette fois. Et ma grande, a-t-il dit doucement. Ta mère est vraiment contrariée. L'inspecteur revient demain. Je ne sais pas quoi faire. On a juste besoin de toi à la maison. La phrase m'a frappé comme un vieux bleu. On a besoin de toi à la maison. Ils n'ont jamais dit ça quand je virais de l'argent, quand je payais les factures. Ils ne se sont souvenus de moi que quand quelque chose s'est cassé. J'ai chuchoté dans le noir, vous n'aviez pas besoin de moi à la maison. Vous aviez besoin de mon portefeuille. Le lendemain matin, j'étais debout avant l'aube. La valise attendait près de la porte. J'ai préparé une dernière tasse de café, j'ai éteint les lumières et je me suis assise près de la fenêtre. Alors que la première lumière saignait dans le ciel, le téléphone a vibré une dernière fois. Un dernier message de Sophie. Maman dit que la banque revient. Tout le monde s'accuse mutuellement. Je n'arrête pas de pleurer. Je ne sais même plus qui nous sommes. J'ai fixé les mots sur l'écran pendant un long moment avant de répondre. Peut-être que maintenant vous le découvrirez. Puis j'ai supprimé le brouillon avant de l'envoyer. Certains messages n'avaient pas besoin d'exister. À l'aéroport, j'ai mis mon téléphone en mode avion avant le décollage. Le bourdonnement des moteurs a rempli la cabine alors que la ville rétrécissait sous les nuages. J'ai appuyé mon front contre la fenêtre et j'ai chuchoté, laissez-les affronter l'hiver. Je me dirige vers le soleil. Quand j'ai atterri des heures plus tard, Sedona s'étendait en dessous de moi dans des tons de rouge et d'or. L'air était sec, vif, vivant. Je l'ai inspiré comme un médicament. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans une petite cabane de location, entouré par le silence du désert, j'ai fait défiler les derniers messages vocaux que je n'avais pas supprimés. La panique de mes parents, la confusion de ma sœur, la fureur de ma mère. Chaque message semblait plus petit que le précédent, comme le vent perdant de sa force. Je n'en ai réécouté aucun. J'ai juste appuyé sur « Archiver » et je les ai laissés disparaître dans le silence numérique. Dehors, les étoiles étaient plus brillantes que je ne les avais vues depuis des années. Je suis sorti sur le porche, le bois frais sous mes pieds. L'air du désert m'a enveloppé, sec et doux. Quelque part au loin, un coyote a hurlé. J'ai chuchoté dans le noir, vous avez toujours dit que ce serait plus facile comme ça, maman. Vous aviez raison. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le son de ma propre respiration, silencieuse, stable et forte. Pour la première fois de ma vie, le silence n'était pas l'absence d'amour, c'en était la preuve. L'air du désert sentait la pluie quand je me suis réveillé. Une fine lumière du soleil filtrait à travers les stores, se déversant en or sur le plancher en bois. Dehors, les rochers brillaient en rouge contre le ciel, si large qu'ils me donnaient le vertige. Pendant un instant, je ne savais pas où j'étais. Puis j'ai vu ma valise près de la porte, le carnet noir sur la table, et je me suis souvenu. J'étais loin de chez moi, exactement là où je devais être. J'ai versé du café dans une tasse ébréchée et je suis sorti. Le silence était total, à l'exception du cri lointain d'un oiseau quelque part au-dessus du canyon. J'ai respiré l'immobilité jusqu'à ce que mes poumons me fassent mal. Ce n'était plus le silence de l'absence, c'était le silence de la survie. Mon téléphone était posé face contre table sur la table derrière moi. Je ne l'avais pas allumé depuis mon atterrissage. Je n'étais pas sûr d'en avoir envie. Ici, le temps ne bougeait pas de la même manière. J'avais l'impression d'être sorti du bruit, dans un monde où personne ne pouvait m'atteindre avec ses besoins ou sa culpabilité. Après le petit déjeuner, je me suis rendu en ville. Les rues étaient étroites et calmes, bordées de petites galeries et de cafés qui sentaient le café et l'argile du désert.
Une femme à un stand de poterie m'a tendu un verre de limonade et a dit « Vous avez l'air de quelqu'un qui essaie de se souvenir comment respirer ». J'ai souri parce qu'elle n'avait pas tort. J'ai erré dans le marché, touchant des couvertures tissées et des pierres peintes jusqu'à ce que je m'arrête devant un petit stand de cartes postales. La rangée du haut montrait des canyons rouges sous un coucher de soleil flamboyant. La deuxième rangée montrait une citation écrite en cursive « Parfois, il faut disparaître pour être vu ». J'ai acheté celle-là. De retour à la cabane, je me suis assise à table avec la carte postale devant moi et j'ai finalement allumé mon téléphone. L'écran s'est illuminé de notifications qui défilaient sans fin. 78 appels manqués, 32 messages, 12 messages vocaux. La vue m'a noué l'estomac, mais pas de peur, juste de lassitude. J'ai appuyé sur mon pouce contre le bouton d'alimentation mais je me suis arrêté. Peut-être que j'avais besoin de l'entendre, ne serait-ce qu'une fois. Le premier message était de maman. Sa voix était plus fine qu'avant. Rachel, l'inspecteur est revenu. Les voisins ont vu. L'église est au courant. Je ne sais pas quoi faire. Puis elle a chuchoté, s'il te plaît, dis-moi juste quoi leur dire. Le suivant était de papa. Ta mère ne dort pas. Nous devrons peut-être vendre, ma grande. La banque est dure. Tu as toujours eu un plan. Que devrions-nous faire? Le troisième était de Sophie, une rage frénétique. Je ne peux pas m'inscrire pour les cours. Mon compte est gelé. Je ne savais pas que tu payais. Maman dit que c'est de ta faute, mais ça n'a pas de sens. S'il te plaît, dis-moi juste ce qui se passe. J'ai laissé les messages se dérouler les uns après les autres, chacun se superposant au suivant comme les échos de la même histoire. Panique, confusion, peur. Quand ils se sont terminés, je suis resté assise en silence, les mains tremblantes. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même pas triste. J'avais juste l'impression d'écouter des fantômes. Ils avaient passé des années à prétendre que tout allait bien. Maintenant, ils étaient forcés de vivre dans le monde que j'avais porté pour eux. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la vérité. J'ai ouvert le carnet et j'ai écrit une phrase sur une page blanche, ils apprennent enfin ce que coûte la facilité. Dehors, le vent s'est levé, soulevant la poussière. Je suis allé sur le porche, le téléphone toujours à la main. Le désert s'étendait sans fin devant moi, vaste, indompté et indifférent. Il me rappelait l'océan près de chez moi, sauf que ce silence ne noyait pas, il purifiait. Dans l'après-midi, le soleil était haut et je me suis dirigé vers les falaises rouges. La route serpentait vers le haut jusqu'à ce que j'atteigne un petit belvédère. J'ai garé la voiture, je suis sorti et je me suis appuyé contre la balustrade. En bas, les canyons se déployaient dans des tons de rouille et d'or. La beauté de la chose m'a serré la poitrine. Pour la première fois, j'ai pensé à la voix de mon père. Pas celle désespérée des messages vocaux, mais celle d'il y a des années, fredonnant des chants de Noël tout en réparant la lumière du porche, m'appelant, ma grande, comme si je ne grandirais jamais. Quelque part entre alors et maintenant, nous avions perdu la capacité de parler sans avoir besoin de quelque chose l'un de l'autre. Peut-être que cette distance était la seule façon de se souvenir de qui nous avions été avant que l'obligation ne remplace l'amour. Le vent s'est levé, tirant sur mes cheveux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai de nouveau fait défiler les messages, m'arrêtant sur le dernier de Sophie. Je l'ai lu lentement. S'il te plaît, dis-moi juste ce qui se passe. J'ai tapé en retour une seule phrase. J'ai arrêté de payer parce que je ne pouvais plus me permettre de disparaître. Puis je l'ai supprimé avant de l'envoyer. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner dans la petite kitchenette. Des œufs brouillés, du pain grillé et une demi-bouteille de vin que j'avais acheté au marché. L'air était chaud, du genre de chaleur qui s'installe dans les os. J'ai mangé lentement, la bougie vacillant sur le comptoir à côté de moi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Je n'ai même pas regardé. J'ai pensé à la voix de maman, fragile d'embarras, aux voisins qui bavardaient, au chuchotement à l'église. Ils s'étaient toujours souciés des apparences plus que de l'honnêteté. Maintenant, leur image se fissurait en public, et je n'étais pas celle qui tenait la colle. Quand la bougie s'est consumée, je me suis assise sur le canapé et j'ai de nouveau ouvert le carnet. En haut de la page, j'ai écrit « Je ne les ai pas ruinés ». J'ai arrêté de protéger le mensonge. Les mots m'ont stabilisé. Je les ai laissés là un long moment avant de fermer la couverture. Plus tard cette nuit-là, je suis sorti. Le ciel était d'un noir d'encre,
remplie d'étoiles si brillantes qu'elles semblaient assez proches pour être touchées. Je me suis allongé sur le porche en bois et j'ai levé les yeux jusqu'à ce que ma vue se brouille. Quelque part au loin, un train grondait à travers le désert, son sifflet bas et solitaire. J'ai pensé à appeler Julia. Je voulais lui dire que je comprenais maintenant, que le silence ne détruisait pas les choses, il révélait ce qui était déjà brisé. Au lieu de cela, j'ai chuchoté dans l'air vide, je ne reviendrai pas pour arranger ça. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un seul nouveau message vocal. L'aperçu disait, de Sophie. Je l'ai écouté pendant que le café infusait. Rage, a-t-elle commencé, sa voix calme, rauque d'avoir pleuré. Maman dit que la maison pourrait être mise en vente la semaine prochaine. Papa fait semblant d'aller bien, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais plus ce qui est réel. Je ne comprenais pas à quel point tu faisais. Je pensais qu'il s'occupait de moi. Je suis désolé. Elle s'est arrêtée là, sans explication, sans excuse, juste, je suis désolé. Je suis resté assise à table un long moment, la tasse de café devenant froide dans mes mains. Une partie de moi voulait l'appeler, lui dire que ce n'était pas grave. Une autre partie savait que ce n'était plus mon travail de rendre les choses faciles. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une autre ligne sous les mots d'hier, le pardon ne signifie pas reconstruire. Parfois, cela signifie simplement se reposer. Dehors, le soleil est monté plus haut, transformant les falaises rouges en or. Le téléphone a de nouveau vibré, un autre message vocal, une autre supplication. Mais je n'ai pas appuyé sur lecture. J'ai versé le café froid dans l'évier, j'ai ouvert la porte et je suis sorti à la lumière. L'air était vif et pur, le monde s'étalait devant moi, sans fin et silencieux. J'ai respiré profondément, sentant le poids que j'avais porté pendant des années commencer à se dissoudre. Derrière moi, le téléphone continuait de vibrer, insistant et petit, son son s'estompant à chaque pas que je faisais vers le désert ouvert. Le vent m'a réveillé avant le lever du soleil, faisant trembler les fenêtres comme un avertissement silencieux. Je me suis retourné, désorienté, la fine lumière du désert s'étirant sur le sol de la cabane. Pendant un instant, j'ai pensé que le bruit était à nouveau le téléphone, cette vibration constante qui m'avait hanté pendant des semaines. Mais quand j'ai regardé, l'écran était toujours sombre. Le silence était presque bienveillant. J'ai fait du café et je suis sorti pieds nus. Le bois du porche était froid, rugueux sous mes pieds. L'air sentait la pluie et la terre, du genre d'odeur qui vous fait vous sentir petit et propre. Le canyon s'étalait devant moi, sans fin, rouge et or. Je suis resté là, tenant la tasse à deux mains, et j'ai chuchoté, j'ai bien fait. Le dire à voix haute n'a pas rendu les choses plus faciles, mais cela semblait être la vérité. En rentrant à l'intérieur, j'ai finalement allumé mon téléphone. L'écran a explosé de notifications. 93 appels manqués, 14 nouveaux messages vocaux, des messages de numéros que je ne reconnaissais même pas. J'ai senti mon pouce accélérer, non pas de panique, mais du poids de savoir exactement ce qui attendait dans ces enregistrements. Pourtant, j'ai appuyé sur lecture. La première voix était celle de papa. Rash, l'inspecteur est revenu. Ils ont dit qu'ils changeraient les serrures si nous ne réglons pas la semaine prochaine. Je ne savais pas que ton nom était encore sur les papiers. S'il te plaît, pouvons-nous parler ? Il avait l'air vieux, plus vieux qu'il ne l'avait jamais été auparavant. La suivante était maman. Ton père a honte, Rachel. Comprends-tu ce que tu nous as fait ? Tout le monde chuchote. Puis un ton plus doux, brisé, rentre à la maison, ma chérie. S'il te plaît. Puis la voix de Sophie, tremblante, je ne peux pas me concentrer à l'école. J'ai dû quitter mon dortoir. Je ne savais pas que tu payais pour tout. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Chaque voix se superposait dans ma tête, un orchestre de regrets et de panique. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas bronché. Je me suis juste assise sur le canapé, fixant la fenêtre, le ciel au-delà devenant pâle et large. Il disait enfin ce que j'avais attendu des années d'entendre. Pas l'amour, pas des excuses, mais la reconnaissance. La vérité les avait rendus petits, et pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable pour ça. Je suis allé à la table, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit d'une écriture calme et régulière, il voit enfin le coup. Les heures suivantes se sont écoulées dans un étrange flou. J'ai fait la vaisselle, j'ai replié mes vêtements, j'ai fait plus de café. Chaque mouvement semblait délibéré, comme si je répétais une vie qui ne tournait pas autour du chaos de quelqu'un d'autre.
Quand le téléphone a de nouveau vibré, je l'ai ignoré. J'ai versé une autre tasse de café et je suis sorti. Le désert était silencieux, à l'exception du bourdonnement du vent qui effleurait les rochers. Je me suis assise sur les marches du porche et j'ai laissé mon corps se détendre dans le silence. Pendant un instant, mon esprit est revenu à une nuit lointaine, moi à 16 ans, assise à notre table de cuisine pendant que papa marmonnait sur une pile de factures. Maman avait soupiré, « Ne t'inquiète pas, on s'en sort toujours ». J'avais proposé de prendre un travail à temps partiel et ils avaient souri, m'appelant leur fille responsable. C'est là que ça a commencé, le contrat silencieux que je les porterai pour toujours. Maintenant, des décennies plus tard, le contrat était rompu. J'ai chuchoté au vent, ce n'était pas de l'amour, c'était du travail. En fin de matinée, un autre message vocal est arrivé. Sophie à nouveau. Il parle de vendre la maison, Rach. Maman dit que c'est de ta faute. Papa ne mange même plus. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, appelle-moi. Il y a eu une pause, une respiration tremblante, puis, je sais que j'ai profité. Je ne comprenais pas avant, mais maintenant je comprends. S'il te plaît, ne les laisse pas tout perdre. Les excuses m'ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. J'ai pressé le téléphone contre ma poitrine et j'ai fermé les yeux. Pendant des années, j'avais supplié quelqu'un dans cette famille de comprendre ce que je portais. Maintenant, Sophie le faisait. Trop tard, mais quand même, c'était quelque chose. Je l'ai sauvegardé son message au lieu de le supprimer. J'avais besoin de bouger. J'ai attrapé mon manteau et j'ai marché jusqu'à ce que le bord de la ville disparaisse derrière moi. Le sentier serpentait à travers les rochers jusqu'à une crête surplombant le canyon. La vue s'étendait à l'infini, sans mur, sans bruit, sans attente. Je me suis assise sur un rocher plat et j'ai laissé le vent me fouetter le visage. Devrais-je l'appeler ? La question tournait dans ma tête comme une mouche qui ne voulait pas atterrir. Devrais-je appeler l'un d'eux ? Je connaissais déjà la réponse. Si j'appelais, je réparerais à nouveau, et ils oublieraient à nouveau. Le cycle recommencerait. J'ai baissé les yeux sur le rocher fissuré sous moi, la lumière du soleil brillant à travers ses fractures. C'était toujours beau, peut-être plus encore parce qu'il s'était brisé. C'est ce que je voulais pour moi-même, être entière sans faire semblant. De retour à la cabane, j'ai vérifié mon téléphone. Un nouveau texto clignotait sur l'écran. Maman, puis papa, puis un d'un numéro que je ne connaissais pas, probablement un voisin ou un agent de banque. Je n'en ai ouvert aucun. J'ai fait défiler leur nom jusqu'à ce que je voie celui de Julia. Je l'ai appelée. Et, fantôme du désert, a-t-elle répondu, sa voix chaleureuse. Comment ça fait d'être injoignable ? Étrange, ai-je dit. Bon étrange. Ont-ils arrêté d'appeler ? Non. J'ai juste arrêté d'écouter. Elle est restée silencieuse un instant. C'est un progrès. J'ai hésité. Ils perdent la maison. Je m'en doutais, a-t-elle dit. Comment te sens-tu ? J'ai regardé la bougie vacillante sur la table. Plus légère et plus lourde en même temps. C'est ce que l'on ressent la vérité, rage, équilibre. Nous avons parlé un moment des falaises, des étoiles, de la façon dont le temps passe plus lentement ici. Quand j'ai raccroché, je me suis senti plus stable. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner, j'ai éteint les lumières et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le soleil tomber derrière les rochers. Le désert brillait comme du feu, puis s'est estompé en un violet profond. Le téléphone a de nouveau vibré, un nouveau message vocal. Papa cette fois. Sa voix a craqué à mi-parcours. On va peut-être la perdre, ma grande. La banque prend des décisions plus vite que nous ne pouvons suivre. Je suis désolé pour tout ça. Ta mère et moi pensions te protéger. Ce n'était pas le cas. Nous étions juste trop fiers pour demander de l'aide de la bonne manière. J'ai écouté 2 fois. Les mots n'ont rien arrangé, mais ils étaient réels. Pas d'excuses, pas de manipulation, juste du regret. C'était la chose la plus proche de la clôture que j'obtiendrai jamais. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit, le pardon n'est pas un cadeau, c'est une libération. Quand l'encre a séché, j'ai arraché la page, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai glissée dans la carte postale que j'avais achetée, celle qui disait, parfois, il faut disparaître pour être vu. Je ne savais pas à qui je l'enverrais, peut-être à personne, mais cela semblait être le bon endroit pour que la pensée vive. Dehors,
Les étoiles ont commencé à apparaître, une par une. J'ai éteint la lampe, laissant l'obscurité remplir la pièce. Le téléphone était posé sur la table, silencieux pour une fois. Avant de dormir, j'ai réécouté le message de Sophie, sa voix se brisant sur les mots « Je suis désolé ». Je n'ai pas pleuré. J'ai juste chuchoté en retour, moi aussi. Puis je l'ai sauvegardé à nouveau, juste pour me rappeler que la compréhension, même tardive, valait toujours quelque chose. Je me suis allongé, le vent du désert effleurant les murs de la cabane, et j'ai fermé les yeux. Pendant des années, j'avais mesuré l'amour à ce que je donnais. Maintenant, j'apprenais qu'il pouvait exister sans sacrifice. Demain, le monde continuerait de tourner, la banque enverrait une autre lettre, mes parents se démèneraient. Mais ce soir, dans cette petite cabane entourée d'un ciel ouvert, j'ai finalement senti que l'histoire ne les concernait plus. Elle me concernait, moi, apprenant à respirer dans le silence que j'avais autrefois craint. La dernière chose que j'ai écrite avant que le sommeil ne m'emporte était une seule ligne dans le carnet, le pardon signifie garder la porte ouverte, mais ne plus jamais les porter à travers. Le message est arrivé juste après l'aube. La lumière dans la cabane était douce, bleu-gris, du genre qui donne l'impression que tout est encore en train de rêver. Mon téléphone a vibré une fois sur la table de chevet et, pendant un instant, j'ai pensé à l'ignorer. Mais quand j'ai vu l'aperçu, nous vendons la maison, j'ai su que le moment que j'attendais était enfin arrivé. Je me suis redressé lentement, appuyant ma paume sur ma poitrine comme pour calmer la montée d'émotion en moi. L'écran brillait dans la pénombre. Un message de papa, un de Sophie. J'ai d'abord ouvert celui de papa. Nous avons signé les papiers hier, disait-il. Ta mère n'a pas pu supporter de voir les agents immobiliers mettre le panneau la semaine prochaine. Je pensais que tu devrais le savoir. Le message suivant était de Sophie. Plus court. Je veux comprendre. Pendant longtemps, je suis resté assise là, fixant ces 4 mots. Il ne ressemblait pas à une accusation, il ressemblait à une reddition. Dehors, le désert se réveillait, le soleil rampant sur les falaises. J'ai fait du café, je l'ai versé dans la même tasse ébréchée que j'utilisais toute la semaine et je suis sorti sur le porche. L'air était frais, sec, lourd de l'odeur de la sauge. Quelque part au loin, un oiseau a crié une fois, puis s'est arrêté. Ils l'ont finalement fait, ai-je chuchoté en regardant l'horizon passer de l'or au blanc. Ils l'ont laissé partir. En rentrant à l'intérieur, j'ai de nouveau ouvert le carnet noir. Sur la dernière page, j'ai écrit « La maison n'a jamais été la mienne. J'ai juste payé pour maintenir leur illusion en vie. » Les mots ont saigné dans le papier comme de l'encre essayant de se noyer. Un souvenir a refait surface, moi à 24 ans, debout sur ce porche, un pinceau à la main, mon père à côté de moi. Il avait dit, un jour, cette maison sera aussi à toi. J'avais souri, le croyant. À l'époque, je pensais que l'amour signifiait prouver son utilité. Maintenant, des années plus tard, je réalisais que j'avais été l'échafaudage qui tenait tout debout. Sans moi, tout s'est effondré. Le téléphone a de nouveau vibré, un autre message vocal. J'ai hésité avant d'appuyer sur lecture. C'était maman. Sa voix était petite, fatiguée, dépouillée du vernis qu'elle utilisait toujours en prétendant que tout allait bien. Nous avons parlé à l'agent immobilier aujourd'hui. La maison est mise sur le marché la semaine prochaine. Je n'arrive pas à croire que nous en soyons arrivés là. Ton père ne dort pas, Sophie n'arrête pas de pleurer. Je ne sais pas comment regarder qui que ce soit à l'église. Si seulement tu avais appelé, peut-être aurions-nous pu arranger ça. J'ai fermé les yeux. La tasse toujours chaude dans ma main. J'ai appelé, maman, ai-je dit doucement. Tu ne m'as juste pas entendu. Le message s'est terminé par un soupir qui ressemblait à une reddition. Pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère ni culpabilité. J'ai ressenti de la distance, du genre qui apporte la paix au lieu de la douleur. Plus tard ce matin-là, je me suis rendu en ville. Les routes serpentaient entre les falaises rouges et la brousse désertique, la lumière du soleil scintillant sur le capot de la voiture. Chaque kilomètre semblait être un autre poids qui se détachait de mes épaules. Quand j'ai atteint le petit café près du marché, je me suis garé et je suis entré. La même barista d'avant m'a accueilli avec un sourire. « Vous êtes de retour » a-t-elle dit. « On dirait bien » ai-je dit, et j'ai commandé un café. À la table voisine, une famille de 4 personnes était assise, riant de quelque chose de renversé sur le sol. Leurs voix se sont fondues dans le bourdonnement du café,
du genre de son qui m'aurait autrefois fait mal. Maintenant, cela ressemblait à de la musique de fond pour une vie qui n'était plus la mienne. Quand mon café est arrivé, j'ai sorti mon carnet et j'ai écrit sur une serviette, ils n'ont pas perdu la maison parce que j'ai arrêté de payer. Ils l'ont perdue parce qu'ils ont oublié qui l'a construite. Les mots ressemblaient à une vérité que j'avais essayé de dire toute ma vie. Au moment où je suis parti, la journée était devenue lumineuse et claire. J'ai conduit en arrière avec les fenêtres baissées, le vent emmêlant mes cheveux. Vers midi, un autre message vocal est apparu. Sophie à nouveau. Sa voix était différente cette fois, tremblante mais honnête. Je ne savais pas, Raj, à propos de l'hypothèque, des factures, de tout. Je pensais que maman et papa s'en occupaient. Je pensais que tu étais distante parce que tu ne t'en souciais pas. Maintenant, je pense que tu étais juste fatiguée. J'ai arrêté de marcher, sa voix jouant doucement dans ma main. J'étais les deux, ai-je chuchoté. Elle a continué à parler. Je suis en colère contre eux pour avoir menti, pour t'avoir laissé porter tout ça. Mais je suis aussi en colère contre toi parce que tu ne m'as jamais dit. J'aurais aidé. J'ai souri faiblement. Tu étais une enfant, ai-je dit, même si elle ne pouvait pas m'entendre. Le message vocal s'est terminé par un long silence avant qu'elle n'ajoute « Je suis désolé ». Je me suis assise sur les marches du porche, regardant la poussière tourbillonner au loin. Peut-être que c'est à ça que ressemblait le pardon. Pas une confession, pas un câlin, mais l'acceptation silencieuse que nous nous étions tous manqués d'une manière ou d'une autre. Cet après-midi-là, j'ai écrit une dernière note dans mon journal. Le pardon ne consiste pas à réparer, il consiste à libérer. En levant les yeux, le ciel était passé à l'heure doux de la fin d'après-midi. J'ai marché jusqu'à la crête au-delà de la cabane, où le canyon s'ouvrait comme une cicatrice dans la terre. L'air scintillait de chaleur. Je suis resté là, les mains dans les poches, et j'ai imaginé la maison à Portland. Les volets bleus, la cour que j'avais payée pour entretenir, les pièces que je n'avais pas vues depuis des années. J'ai imaginé le panneau de l'agent immobilier dans la cour, les voisins chuchotant, maman regardant derrière les rideaux, papa se tenant près de la porte, prétendant ne pas s'en soucier. Et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression de perdre quelque chose. J'ai eu l'impression d'être libéré. Le soir, la lumière est devenue cuivrée et lente. Je suis retourné à la cabane et je me suis versé un verre d'eau. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais cette fois, ce n'était d'aucun d'entre eux. C'était Julia. Elle n'a pas pris la peine de faire de petites conversations. Tu as l'air plus légère, a-t-elle dit. Ils l'ont vendu, ai-je répondu. Je m'en doutais. Comment te sens-tu? Étrange, ai-je dit. Mais un bon étrange. Comme regarder une tempête se terminer après des années de pluie. Julia a ri doucement. Tu sais, parfois la paix ressemble à du vide au début. C'est comme ça que tu sais que c'est réel. Sa voix a craqué un peu quand elle l'a dit, et j'ai réalisé depuis combien de temps personne ne m'avait parlé sans demander quelque chose. Merci de me le rappeler, ai-je dit. Après avoir raccroché, je suis resté à la fenêtre, regardant la dernière lumière s'estomper sur le désert. La bougie que j'avais achetée le premier soir était posée sur la table, presque consumée. Je l'ai allumée une dernière fois. Son parfum a rempli la pièce, cèdre, fumée et quelque chose de légèrement sucré, comme le fantôme d'une forêt. Avant de me coucher, j'ai écrit un court message à papa. J'espère que vous trouverez la paix avec la vente. Prenez soin l'un de l'autre. Pas de signature, pas d'explication, juste ça. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai retourné le téléphone. Je suis sorti pieds nus, l'air frais contre ma peau. Le ciel était strié de violet, les étoiles commençaient tout juste à apparaître. Je les ai regardées et j'ai chuchoté, c'est de nouveau à vous, tout. En rentrant à l'intérieur, le téléphone a vibré une fois de plus, un nouveau message vocal. J'ai failli ne pas vérifier, mais quelque chose en moi avait besoin de l'entendre. La voix de papa était douce, plus lente que je ne m'en souvenais. Nous l'avons vendue, Rachel. Mais nous devons te dire quelque chose avant qu'elle ne soit partie. J'ai écouté le message 2 fois, les derniers mots résonnant dans ma tête. Nous devons te dire quelque chose. J'ai éteint la lumière, laissant la bougie se consumer à côté de moi. La pièce vacillait d'or et d'ombre. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'en avais pas peur. Dehors, le vent balayait le désert, emportant les dernières traces de la lumière du jour. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé faire.
Le message vocal a joué 3 fois avant que je ne m'asseye enfin pour écouter. Les mots étaient calmes, presque brisés. Nous l'avons vendue, Rachel. Mais nous devons te dire quelque chose avant qu'elle ne soit partie. La voix de mon père, plus vieille, fatiguée. J'ai fixé le téléphone dans ma main, incertaine de vouloir savoir ce qui allait suivre. Pendant un instant, j'ai envisagé de le supprimer, de prétendre que je ne l'avais pas entendu du tout. Mais la curiosité avait une façon de gagner quand l'amour avait déjà perdu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rappelé. La ligne a sonné 2 fois avant qu'il ne réponde. Rachel. Sa voix a craqué comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. J'ai reçu ton message, ai-je dit, mon ton plat mais stable. Que dois-tu me dire? Il a hésité, et je pouvais entendre le faible bourdonnement d'une télévision en arrière-plan, le bruit d'un climatiseur de motel qui ronronnait trop fort. Ta mère est là, a-t-il dit. Elle veut te parler aussi. J'ai failli mettre fin à l'appel, mais j'ai entendu sa voix, douce, hésitante, pas le ton poli qu'elle utilisait en prétendant que tout allait bien. Rachel, je sais que tu ne nous dois rien, mais il y a quelque chose que tu devrais savoir sur la maison. Je suis restée silencieuse. Le poids dans sa voix me disait que ça allait faire mal. Elle a expiré de manière tremblante. Il y a des années, quand ton père a pris sa retraite, nous avons contracté une autre hypothèque. Nous ne te l'avons pas dit. Nous avons utilisé l'argent pour joindre les 2 bouts. Nous pensions que nous pouvions gérer, mais nous ne le pouvions pas. Quand tu as commencé à aider avec les paiements, cela couvrait les 2 prêts. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il a juste coulé, lentement et lourdement, comme une pierre jetée dans une eau profonde. Alors toutes ces années, ai-je dit, ma voix calme, je ne vous sauvais pas. Je payais pour votre erreur. Son silence était une réponse suffisante. Papa s'est éclairci la gorge, le son fragile. Nous ne voulions pas te charger. Nous avions honte, Rach. Tu avais travaillé si dur, nous pensions que si nous te le disions, tu nous détesterais. J'ai fermé les yeux, pressant le talon de ma main sur mon front. Vous auriez dû me le dire quand même, ai-je dit doucement. Vous m'avez fait croire que j'étais la raison de votre survie, alors que je ne faisais que nettoyer votre mensonge. Je sais, a-t-il chuchoté. Nous avons eu tort. Les mots étaient si petits que je les ai presque manqués. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Le silence sur la ligne était épais, plein de toutes les années que nous avions perdues à prétendre que les choses allaient bien. Puis ma mère a dit, je ne savais pas comment demander de l'aide sans me sentir petite. Tu semblais toujours si capable, Rachel. Ça a rendu facile de prétendre que nous avions fait quelque chose de bien. Sa voix a craqué sur le dernier mot. J'ai de nouveau fermé les yeux, et pendant une seconde, je pouvais presque la voir debout dans cette cuisine avec ses cheveux parfaits et son cardigan repassé, essayant si fort de garder sa fierté intacte pendant que tout le reste s'effondrait. Vous n'avez pas perdu la maison parce que j'ai arrêté de payer, ai-je dit doucement. Vous l'avez perdue parce que vous l'avez construite sur la fierté. Il n'y a pas eu de réponse, juste le faible bruit de ses pleurs, étouffés mais réels. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti l'envie de la réconforter. J'ai juste laissé pleurer. Après une longue pause, papa a de nouveau parlé. Nous déménageons dans une petite location en dehors de Portland. Ce n'est rien comme avant, mais c'est suffisant. Ta mère dit que ça semble temporaire. Je pense que ça semble honnête. Quelque chose en moi s'est desserré. Honnête, ai-je répété. C'est un bon début. Peut-être, a-t-il dit doucement. Peut-être qu'il a fallu tout perdre pour enfin voir ce qui comptait. Je voulais être en colère. Je voulais leur crier dessus pour m'avoir laissé porter leur honte si longtemps. Mais tout ce que je ressentais était de l'épuisement, et en dessous, une étrange sorte de compréhension. Ils ne m'avaient pas ruiné. Ils m'avaient simplement appris ce qu'il ne fallait pas devenir. J'espère que vous allez bien tous les deux, ai-je finalement dit. Vraiment. La voix de ma mère est revenue, à peine au-dessus d'un murmure. Rachel, nous détestes-tu? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil du désert se levait, de l'or se déversant sur les falaises rouges, peignant tout ce qu'il touchait de chaleur. Non, ai-je dit. Mais je n'ai pas besoin que vous m'aimiez comme avant non plus. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Le calme qui a suivi était absolu. Je me suis assise à table, mes mains jointes devant moi, fixant le téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis j'ai ouvert le carnet noir,
j'ai tourné à une page blanche et j'ai écrit « Le silence peut cacher des mensonges, mais il peut aussi protéger la paix. » La différence, c'est qui le contrôle. L'acte d'écrire les mots semblait final, comme fermer une porte qui avait été laissée ouverte trop longtemps. Ensuite, je suis sorti vers un belvédère voisin, où les falaises plongeaient dans une mer de couleurs. L'air était calme, à l'exception du vent qui effleurait la brousse. Je me suis assis sur un rocher, laissant la chaleur du soleil s'infiltrer dans ma peau. Le souvenir est venu sans y être invité, le repas de Noël, les rires, le cardigan de ma mère brillant à la lumière du feu alors qu'elle souriait comme si je n'avais jamais existé. Cette nuit me faisait mal autrefois. Maintenant, elle semblait juste distante, comme une histoire que j'avais dépassée. Ils m'ont exclu parce que je leur rappelais leurs dettes, ai-je chuchoté. Maintenant, mon absence leur rappelle la vérité. Je suis resté là jusqu'à ce que le soleil baisse et que le désert devienne cuivré. De retour à la cabane, j'ai de nouveau ouvert le carnet. Les pages étaient remplies d'années de mathématiques, de totaux d'hypothèques, de paiements de services publics, de transferts de frais de scolarité. Mais les dernières pages étaient différentes. Maintenant, ce n'étaient plus des chiffres, c'étaient des phrases, des choix, des limites. J'ai arraché l'une des vieilles pages, celle qui listait chaque paiement que j'avais fait pour eux. L'encre s'était un peu estompée là où ma main l'avait tachée au fil des ans. Je l'ai tenue au-dessus de la petite cheminée, j'ai allumé une allumette et je l'ai regardée brûler. Le papier s'est enroulé sur les bords, noircissant, les chiffres disparaissant dans les flammes. Quand il a disparu, j'ai chuchoté, cette maison a été construite sur mon dos, mais cette paix, celle-ci est à moi. Pour la première fois, je l'ai cru. Cette nuit-là, le ciel était assez clair pour voir la Voie lactée. Je me suis allongé sur le porche, enveloppé dans une couverture, écoutant le bourdonnement du désert. Mon téléphone était à côté de moi, silencieux. Je n'en avais plus besoin. Les étoiles au-dessus semblaient infinies, froides mais vivantes. J'ai pensé à la conversation que je venais d'avoir et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas du deuil, pas du triomphe, mais de la gratitude. Les perdre m'avaient redonné à moi-même. Je suis rentré et j'ai fait du thé. Le sifflet de la bouilloire a rempli la petite pièce, doux et stable. En versant l'eau, le téléphone a vibré une fois de plus, un seul message. Sophie. As-tu parlé avec eux? J'ai tapé en retour, oui. Est-ce que ça va? A-t-elle demandé. Je le suis, ai-je écrit. Puis, après une pause, elle a envoyé un dernier message, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé le désert par la fenêtre de la cuisine, l'horizon brillant encore faiblement du soleil couchant. Dimanche, ai-je tapé lentement. Maintenant, plus rien. Et c'est la meilleure partie. J'ai posé le téléphone, j'ai fini mon thé et j'ai soufflé la bougie sur la table. La fumée s'est élevée en fines spirales argentées, disparaissant dans le calme. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme la fille qui avait été effacée. Je me sentais comme la femme qui avait finalement cessé de disparaître. La lumière du matin s'est répandue dans la pièce en un or doux, s'étirant sur ma valise à moitié faite et le carnet toujours ouvert sur la table. Le désert dehors était silencieux, comme s'il savait que c'était un adieu. Je me suis assise sur le bord du lit avec mon café, la tasse chaude dans mes mains, et j'ai fixé la page devant moi. Elle était remplie de mots que j'avais écrits au cours de la semaine écoulée, de petits morceaux de vérité, du genre que j'avais l'habitude d'avaler pour maintenir la paix. J'ai tourné à la toute première page, où la liste était toujours là, hypothèque, services publics, ordonnances, frais de scolarité. Toute une vie réduite à des transactions. Puis j'ai tourné à la dernière page, vierge à l'exception de la date. L'espace entre ces deux pages ressemblait à la distance entre qui j'avais été et qui j'étais maintenant. J'ai sorti une feuille de papier épais que j'avais acheté le premier jour à Sedona et j'ai commencé à écrire. Pas à mes parents, pas à ma sœur, mais à moi-même. Tu n'as pas échoué en partant. Tu as simplement cessé de confondre le sacrifice avec l'amour. Tu as le droit de choisir la paix plutôt que la culpabilité, et le silence plutôt que le bruit. Tu ne leur dois pas une maison ou une explication. Tu te dois la vie qu'ils ne t'ont jamais laissé avoir. Quand j'ai fini, j'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans la poche avant de mon sac. Je ne savais pas si je la relirais un jour, mais cela faisait du bien de donner à ma vérité un endroit où vivre. Dehors, le vent avait déjà commencé à se lever, portant l'odeur de la sauge et de la pluie. J'ai fermé ma valise et j'ai jeté un dernier regard autour de la cabane. Le reste de la bougie sur le comptoir, la tasse que j'avais achetée à la friperie,
la façon dont le soleil du matin peignait tout en cuivre. Ce petit endroit calme était devenu plus une maison pour moi que la maison que j'avais payée toutes ces années. À l'aéroport, je n'ai pas vérifié mon téléphone avant d'arriver à la porte d'embarquement. Il y avait un message de Sophie. Ils ont déménagé dans la location. Maman a dit que la maison semble étrange sans toi. Papa a demandé si tu étais en sécurité. J'ai souri, une douce douleur se formant dans ma poitrine. J'ai tapé en retour, je suis en sécurité. J'espère que vous l'êtes aussi. Puis j'ai mis le téléphone en mode avion et je l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Alors que l'avion s'élevait au-dessus du désert, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la terre s'éloigner en larges traits de rouge et d'or. Cela ne ressemblait pas à un départ, cela ressemblait à une mue. Quand j'ai atterri à San Diego, le ciel était couvert, l'air frais et lourd de sel. J'ai pris mon sac et je suis sorti. Le son de l'océan était faible au loin. La ville était de nouveau vivante, des voitures se précipitant, des gens se dépêchant avec des téléphones à la main. Mais je ne me suis plus senti attiré par cela. À la maison, l'appartement m'a accueilli avec le même calme qu'il avait toujours eu. Le faux sapin de Noël était toujours dans le coin, ses lumières sombres mais toujours intactes. J'ai posé ma valise, je l'ai ouverte et j'ai sorti la lettre. Je l'ai posée sur la table de la cuisine à côté de mon vieux carnet et j'ai chuchoté, je suis à la maison. J'ai fait du thé, j'ai allumé la dernière bougie au cèdre et j'ai ouvert la fenêtre. La brise portait le faible bruit des vagues depuis le bout de la rue. Pendant longtemps, je suis resté là, à la respirer. Puis j'ai de nouveau déplié la lettre. Pas celle pour moi, mais celle que j'avais commencée pour eux. Ce n'était pas long, juste quelques lignes. J'espère que vous trouverez la paix. J'espère que vous direz la vérité. J'espère que la prochaine fois, l'invitation viendra avant les excuses. Je l'ai plié une fois et je l'ai glissé dans une enveloppe adressée simplement à « ma famille ». Pas d'adresse, pas de nom. Sur le chemin de la plage, je l'ai déposé dans la boîte aux lettres la plus proche sans regarder en arrière. La promenade jusqu'à l'océan était silencieuse. L'air avait le goût du sel et du souvenir. Quand j'ai atteint le sable, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai laissé l'eau froide effleurer mes pieds. L'horizon s'étendait sans fin, gris rencontrant le gris, et j'ai pensé à la maison une dernière fois. La lumière du porche que j'avais remplacé, les murs que j'avais peints, les rires qui ne m'incluaient jamais. Ils pourraient en vendre chaque brique et cela ne toucherait toujours pas la partie de moi qui n'appartenait finalement à personne. Il a fallu tout perdre ce qu'ils avaient construit pour réaliser que j'avais déjà construit quelque chose de plus fort, une vie qui était la mienne. Le soleil a commencé à se coucher derrière les nuages, rendant l'eau argentée. J'ai tendu la main, j'ai ramassé un coquillage et je l'ai porté à mon oreille. Le son de l'océan l'a rempli, stable et sans fin, comme un battement de cœur qui attendait que j'écoute. J'ai souri et je l'ai laissé retomber dans les vagues. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre, la bougie vacillant à côté de moi, et j'ai ouvert mon carnet une dernière fois. La dernière page était blanche. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit « Je ne suis pas effacé ». J'ai souligné 2 fois, puis j'ai fermé le carnet et je l'ai mis de côté. Dehors, les lumières de la ville scintillaient sur l'eau sombre. Mon téléphone a vibré doucement, un texto de Julia. Bon retour à la maison. La liberté te va bien. J'ai souri et j'ai tapé en retour, ça fait du bien aussi. Le thé était devenu froid, mais ça ne me dérangeait pas. La chaleur venait d'ailleurs maintenant. J'ai regardé la bougie se consumer, sa flamme petite mais stable, et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais essayé de maintenir la lumière allumée dans la vie des autres. Ce soir, elle était à moi. Je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre plus grand et j'ai laissé la brise traverser la pièce. La bougie a vacillé, son parfum remplissant l'air une dernière fois avant que je ne la souffle. La fumée s'est enroulée vers le haut comme une prière silencieuse, se dissolvant dans le noir. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de lourdeur dans ma poitrine, juste de l'espace, juste de l'immobilité. Et maintenant, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été celui qui a porté tout le monde jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous? Avez-vous déjà choisi le silence non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez enfin compris votre valeur? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé votre paix. Et si mon histoire vous a rappelé la vôtre, restez avec moi un moment. D'autres histoires vous attendent ici. Des histoires de famille, de justice et de la force tranquille qui naît lorsque nous cessons enfin de nous excuser d'exister. Parce que peut-être que la vérité n'est pas bruyante ou cruelle.
Peut-être qu'elle ressemble juste à ça, douce, stable et finalement, la vôtre.